Je m'appelle Arthur Fouchère, je suis journaliste indépendant. Je vous remercie infiniment de m'avoir convié à cette conférence à laquelle je ne peux malheureusement pas participer en personne car je me trouve actuellement à Kaboul pour un reportage d'un mois. Je vais pouvoir partager mon ressenti et mon expérience sur la thématique de la couverture des terrains de guerre. Je vais vous expliquer mon parcours, qui est donc un parcours singulier. Euh, Tout le monde peut avoir un parcours différent, puisque le journalisme est un métier un peu à part, où il n'y a pas de cursus type. Pour ma part, j'ai justement fait, comme je m'exprime dans le cadre de la faculté de droit de Bordeaux, où j'ai fait donc un master en droit privé, carrière judiciaire, et un master 2 en droit international des droits de l'homme et droit humanitaire, le tout à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, diplômé en 2008, donc à peu près une quinzaine d'années. Et je me suis fait sur le tas, on va dire, en tant que journaliste à partir de 2009-2010, par des stages, par des différentes expériences, dans la mesure où j'ai toujours voulu faire ce métier, mais je savais qu'il n'y avait pas forcément un cursus type obligatoire et que malgré les écoles reconnues par la profession, les écoles de journalisme, notamment pour la presse écrite, une autre formation pouvait être largement suffisante et même spécialisante, que ce soit en économie, en sciences, si vous avez fait une école plutôt scientifique, ingénieur, en presse économique, en presse juridique. J'ai donc commencé par collaborer à une revue qui s'appelait Capital Finance, du groupe Les Échos, sur des problématiques financières avec des angles juridiques. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai collaboré pour eux sur des grandes analyses. Et en parallèle, j'ai intégré la chaîne d'information internationale France 24, qui est donc en français, anglais, arabe et maintenant en espagnol. De la télévision, ce n'était pas mon projet premier, puisque je suis très attiré par la presse écrite et notamment l'analyse. Ça m'a permis d'acquérir une grande culture générale que je n'avais pas, que j'ai pu consolider sur des pays beaucoup moins couverts dans l'information, notamment des pays du Moyen-Orient ou d'Afrique. J'ai pu aussi perfectionner mes langues et j'ai pu aussi me confronter au stress de l'information chronométrée à la seconde près, donc avec un travail qui est très stressant. Donc ça a été une expérience très enrichissante, mais j'ai décidé de réaliser ce qui constituait mon projet de base depuis longtemps, c'est-à-dire initier moi-même des projets que je propose en amont ou en aval à des rédactions, en presse écrite, que ce soit des reportages de terrain pur, des analyses plus fouillées, un format plutôt universitaire de recherche. Et donc, à partir de 2015, après 4 ans à France 24, j'ai pris ce risque de réaliser ce projet. J'ai entamé, donc ça fait maintenant 7 ans que je fais du reportage et de l'analyse. Et j'ai collaboré notamment pour Le Monde diplomatique, pour les revues de géostratégie, de relations internationales, Diplomatie et Carto. C'est un groupe de presse indépendant qui notamment fait essentiellement appel à des chercheurs, à des professeurs d'université ou à des experts. J'ai aussi collaboré pour TV5 Monde, que ce soit en format écrit, photo, web que télévision pour des duplex. J'ai aussi collaboré pour France 24 et des revues, des médias indépendants moins connus et très spécialisés sur des zones géographiques comme Orient 21, qui est spécialisé, comme son nom l'indique, sur les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient et les pays musulmans en règle générale, et Novastan, qui est spécialisé dans les pays d'Asie centrale, donc tous les pays en stan d'ex-Union soviétique, c'est-à-dire Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan. J'ai couvert des reportages aussi bien au Japon qu'au Kazakhstan, au Pakistan. Je suis très spécialisé sur le Caucase aussi, le Caucase nord, russe, Tchétchénie, Daghestan, et sur le Caucase sud, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, ce qui m'a permis notamment de décider de couvrir le conflit de la guerre au Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan il y a 2 ans, fin 2020, qui est une guerre qui était normalement médiatisé, mais qui aurait été moins médiatisé que prévu à cause notamment des élections américaines il y a 2 ans et qui a quand même fait 7000 morts en 44 jours, qui a été stoppé entre guillemets par la Russie, qui a joué les médiateurs à l'époque. Donc ça a été une expérience très particulière, très marquante, forcément, couvrir une guerre, et aussi très enrichissante pour mon métier. Donc une expérience d'environ 7 ans en tant que journaliste indépendant désormais. Alors donc mon dernier projet en cours, je suis donc actuellement en Afghanistan. Je suis arrivé il y a une douzaine de jours, je suis là au total pour un mois. Et il s'agit d'un projet sur lequel je travaille depuis de nombreux mois et qui consiste à faire une actualisation de la situation
c'est-à-dire que nous sommes à environ 9-10 mois du retour au pouvoir des talibans. Je voulais voir certifier, comprendre au plus près du réel et de la nuance la situation actuelle du régime, que ce soit au niveau humanitaire, au niveau du droit des femmes, au niveau économique, au niveau international et au niveau du terrorisme. C'est un travail assez large et assez global et qui consiste à entretenir avec des responsables haut placés talibans, à me confronter à des situations extrêmes comme des services d'enfants malnutris dus à la famine actuelle, qui est une famine énorme qui frappe le pays en ce moment, car les avoirs de la Banque centrale ont été gelés par les États-Unis lorsqu'ils ont quitté le pays, et un régime des talibans qui n'a pas de levier budgétaire pour le moment, malgré un budget indépendant qui n'est pas aidé par la communauté internationale, de 2 milliards de dollars cette année, contre, pour vous donner un ordre d'idée, de 10 milliards l'an passé, pour un pays qui était déjà l'un des plus pauvres et les plus aidés par la communauté internationale. Et donc un régime des talibans qui fait de sa priorité uniquement la question du droit d'accès à l'éducation pour les femmes, avec des restrictions pour le moment qui ne sont toujours pas levées pour les jeunes filles de 11 à 18 ans, pour des questions de sécurité. Leur objectif, c'est de réduire le plus possible la sécurité, l'insécurité de droit commun, mais également celle terroriste islamiste concurrente, donc en l'occurrence l'État islamique au Khorasan, qui est donc la branche pakistano-afghane implantée depuis 2014-2015 dans la région entre la frontière afghane et pakistanaise, et qui n'a eu de cesse de déstabiliser les talibans, déjà quand ils étaient dans une position de résistant face au gouvernement pro-américain, et désormais maintenant face à un régime des talibans qui est donc au pouvoir depuis presque un an. Et ce sont donc des préalables à d'éventuelles collaborations économiques avec la Chine, qui se trouve de l'autre côté de la frontière. Il y a 67 km de frontière, et ils voudraient investir dans des réserves très importantes découvertes il y a quelques années de lithium, de cuivre, de charbon, d'or, afin de créer une sorte de pacte avec les talibans qui consisterait à les aider à se développer économiquement en investissant massivement chez eux, et en même temps en leur demandant de garantir une sécurité. Tout ça, ce sont des aspects très importants que j'étudie actuellement et qui font donc l'objet de mon projet actuel. Et c'est une situation très particulière, car ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière sur comment on vit dans ce régime dictatorial qui est complètement absurde. Pour vous donner un ordre d'idée, je ne peux pas parler à une amie afghane, quand bien même ça serait dans la relation professionnelle, si je marche avec elle dans la rue. On peut le faire, mais c'est risqué. Il y a des talibans à chaque coin de rue, même si, à titre personnel, ils ne m'inquiètent pas parce que je suis accrédité pour travailler, et ils doivent rester relativement, utiliser avec précaution leur communication vis-à-vis des journalistes étrangers, mais nous avons quand même beaucoup de pression en amont. Il y a rarement de making-of d'un reportage. On a du mal à comprendre vraiment comment les journalistes travaillent pour pouvoir rapporter de tels faits et ramener de telles images. Donc il s'agit d'abord d'expliquer très rapidement en 3 points quelles sont les missions, quel est le travail au quotidien du journaliste sur le terrain. Alors la première des choses, c'est d'être capable de bien appréhender et comprendre le climat et le contexte militaire et géostratégique et géopolitique, dans la mesure où il est assez complexe de pouvoir comprendre tous ces enjeux-là sur le terrain si on n'a pas d'abord une vue de hauteur, et qu'on n'est pas capable à froid, au-delà d'un reportage de terrain, de pouvoir l'analyser en profondeur. Et ça permet également aussi de pouvoir se déplacer sur le terrain, comprendre qu'est-ce qu'il se passe exactement, où, dans quelle proportion, et de pouvoir aller sur différentes lignes de front, de pouvoir s'orienter de manière vraiment très précise. Évidemment, ne s'improvise pas et nécessite un grand travail en amont. Pour ma part, j'avais couvert la guerre au Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, car je m'étais déjà rendu des deux côtés de la ligne de front en temps de guerre froide. Je connaissais déjà très bien le dossier sur son analyse, et je connaissais très bien sur le terrain. J'appréhendais l'espace, et du coup, je trouvais beaucoup plus grande légitimité que de couvrir un conflit sur lequel je n'aurais pas eu le temps de travailler avant. Et donc, tout ceci est très important. Le deuxième point au quotidien d'un journaliste, c'est de pouvoir authentifier notamment les destructions commises par des tirs de missiles, de roquettes, de drones, ou par des tirs, d'être capable d'authentifier donc par des recoupages d'informations, de témoignages, prendre en photo les destructions, par exemple une maternité, une école, qui sont des crimes de guerre s'ils sont ciblés, quand bien même ils seraient évacués, de pouvoir prendre quand c'est possible en photo et d'authentifier
la nature des armes utilisées. Il y a souvent des restes de roquettes, des restes de missiles qui sont dans les décombres, couper des témoignages. Donc ça, c'est un point très important et qui prend beaucoup de temps pour un journaliste. Et le troisième point, c'est raconter la vie des gens pendant la guerre, tout simplement de manière la plus brute possible et être capable de pouvoir être très objectif et d'être capable de pouvoir, par exemple, signifier une entorse au droit international ou un crime de guerre, quand bien même elle serait faite par un soldat d'une armée d'un pays qui est attaqué. Un vrai journaliste rigoureux doit être capable, par exemple, de relever un crime de guerre commis par un soldat ukrainien, s'il en existe, quand bien même, d'une manière globale, l'armée est une armée de résistance. Le troisième point, c'est donc, comme je l'ai dit, raconter la vie des gens, donc c'est se déplacer constamment à l'extérieur pour aller, par exemple, avoir accès à des abris où se réfugient des familles, dont par exemple les enfants sont en train de combattre au front, pouvoir raconter leurs émotions, leurs ressentis, leur histoire personnelle. Donc ça est très intéressant et très important. Et donc c'est un peu ce triptyque qui permet de résumer le travail du journaliste sur le terrain. Et du coup, comme vous l'avez compris, ça expose à des sorties, à être à nu, en fait, à découvert. Et le danger peut arriver à tout moment, donc ça peut être des blessures mortelles par des tirs de roquettes, de missiles, de drones. Ça peut être des éclats de ces explosions. Dans des cas très extrêmes, ce sont des armées régulières, mais qui ne respectent pas du tout le droit international, ou des armées non régulières, comme par exemple des groupements djihadistes. Il peut y avoir des prises d'otages, de la torture, des demandes de rançon, parfois des décapitations. On a pu voir des exécutions sommaires. Donc ça, évidemment, c'est à prendre en considération, être capable de connaître bien le terrain, avoir un guide sur place qu'on appelle un fixeur, qui est capable de vous servir d'interprète et de guide. Et sachant que ce qui est très troublant, c'est que, en tout cas de l'expérience que j'ai moi de la guerre que j'ai couverte, c'est qu'une fois qu'on a les autorisations pour pouvoir le faire, on se retrouve souvent très libre, en fait beaucoup plus libre que ce qu'on croit, une grande liberté de mouvement dans l'espace, et que donc on peut travailler de manière très libre lorsqu'on est sur le sol d'un État démocratique, et qui vous expose donc à des grands dangers, puisque parfois on se retrouve dans des situations auxquelles on n'avait pas prévu d'être, parce qu'on pensait que peut-être des militaires ou des policiers nous baliseraient le terrain et nous empêcheraient de nous aventurer dans certains endroits. Donc ça, c'est à prendre en considération, notamment dans des pays comme l'Afghanistan ou l'Ukraine, où il y a beaucoup de mines antipersonnelles. Ce sont des choses qui ne s'improvisent pas. Donc tout ça, ce sont des dangers évidemment à prendre en considération, plus les facteurs psychologiques, le stress, la fatigue, la peur, l'anxiété, éventuellement des problèmes parfois de nourriture ou d'accès à l'eau, à la nourriture dans des cas très extrêmes de siège. Donc voilà, tous ces éléments sont évidemment très 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 importants. En règle générale, de toute façon, un État qui accepte à votre venue de vous accréditer pour couvrir un reportage sur son sol, c'est forcément un État plus ou moins démocratique. Et dès lors, il va fixer certaines règles qui vont consister à filtrer la présence et l'arrivée de ces journalistes de telle sorte qu'il n'y ait pas des personnes dont la vocation n'est pas professionnelle, qui sont juste là pour se confronter à un milieu d'adrénaline, de choses comme cela. Il faut en général donc confronter à cette situation en fournissant un gilet pare-balles et un casque qui vont montrer à votre sérieux, puis déjà être protégé physiquement de manière homologuée et sérieuse, montre déjà un indice de crédibilité de votre démarche professionnelle. Vous n'allez pas à l'aventure, vous y allez vraiment pour travailler. Et également, ça vous protège énormément. C'est un matériel souvent qui est homologué et dont les anciens modèles sont fournis souvent par des stocks de l'armée. Le mien pesait 12 kilos, donc c'est quand même assez conséquent, plus le casque, et c'est très épais et avec un matériel vraiment très très protecteur. Donc ça, c'est les précautions de base. Ensuite, il peut y avoir un kit de survie, être capable d'avoir une formation de secourisme pour être capable non seulement de secourir quelqu'un, mais aussi de se secourir soi-même. Les premiers gestes, par exemple si on est blessé, faire un garrot, des choses comme ça. Donc ça, c'est des précautions de base, je dirais. Et ensuite, il y a, pour se protéger, une autre manière, c'est de faire des stages qui se préparent aux situations de terrain. Pour ma part, je n'en ai pas fait. Je suis contenté de témoignages et de lire des manuels, mais souvent des médias importants
qui ont un niveau financier important, fournissent des stages à leurs salariés, même si je crois que c'est également possible pour des freelances, peut-être en payant, pour vous confronter en fait à des simulations de situations de guerre, donc comme je l'ai dit, pour soigner quelqu'un ou juste connaître règles de bon sens lors d'une situation de crise pour se protéger, pour ne pas être à découvert totalement dans une situation extérieure la menace de tir d'artillerie. Ce sont des choses comme cela. Donc ça, et ensuite, je dirais qu'il y a un travail psychologique et mental, c'est-à-dire qu'il faut qu'on y aille en sachant qu'on va prendre des risques et en même temps en étant capable de se poser soi-même des limites. Pas oublier que l'absence de peur peut être dramatique et vous mettre extrêmement en danger. Donc ça, ce sont les règles fondamentales. On va aborder la question en deux temps. La première, c'est la protection par rapport à l'État sur lequel le conflit armé se déroule. Et dans un second temps, on verra la protection qu'on pourrait avoir vis-à-vis du média pour lequel vous êtes envoyé. Donc la première question, elle est très intéressante parce que je pense que peu de gens n'ont conscience de la réalité de ces choses-là. C'est des choses qu'on sait que quand on est un peu dans ce petit milieu. Si une guerre a lieu sur le sol d'un pays démocratique, on vous ouvrira les portes, alors que sur un État autoritaire, j'exclus les dictatures où c'est vraiment très compliqué, dans les États autoritaires, souvent c'est beaucoup plus complexe, ce qui explique que c'est beaucoup moins couvert, ce qui est souvent reproché à des journalistes, mais parfois on n'a juste pas accès, ou alors on peut avoir un accès très limité, où on est suivi, encadré, et on ne peut pas travailler librement. Donc dans le cas en fait d'une accréditation sur le sol d'un État en guerre démocratique, ou relativement démocratique, il faut donc fournir, pour bénéficier d'une accréditation par l'État en question, une lettre d'un média, une lettre de mission en fait, qui explique que vous êtes envoyé au nom de ce média. Et du coup, lorsque vous avez fourni les documents nécessaires pour bénéficier de cette accréditation, une fois arrivé sur place, l'État en question, sur place, va vous faire signer une série de documents qui sont assez impressionnants à lire parce qu'ils nous permettent d'appréhender vraiment la réalité et de se dire dans quel univers on se lance, qui vont être une série par exemple d'obligations, par exemple, un exemple très concret, quand j'étais en Arménie avant d'aller au Karabakh, on nous demandait de ne pas utiliser nos téléphones portables pour prendre des photos et de se limiter à nos appareils photos pour éviter d'être reconnus par des drones. Et il y a aussi également une décharge de responsabilité qui explicitement désengage l'État en question, sur le sol duquel le conflit a lieu, en cas de dommages corporels ou de décès par vous ou par vos proches. Ce qui pour moi n'est pas absurde dans la mesure où pour moi ça fait partie des risques du métier, comme un pompier mourrait dans les flammes, mais ça me permet de distinguer une mort par dommage collatéral, ce qui arrive souvent, et un assassinat délibéré où on est ciblé en tant que journaliste. Ce qui pose d'ailleurs la question, entre parenthèses, de savoir est-ce qu'il vaut mieux mettre son sigle presse pour être sûr de ne pas être divisé, quand d'autres disent qu'au contraire, avoir un signe presse vous étiquette très clairement ennemi de l'État qui ne veut pas que l'on couvre l'événement et qui peut donc vous faire devenir une proie facile. Donc tout ça est assez important. Absence de responsabilité donc de l'État sur le sol duquel se trouve le conflit pour dommage collatéral, hormis, donc, comme je viens de le dire, si vous êtes délibérément visé ou arrêté par l'État qui estime que finalement il n'a pas envie de trop que vous montriez telle chose ou telle chose, alors qu'au début il vous avait accrédité. Évidemment là ça complique les choses. Parfois il y a même des pressions dans les États démocratiques. Ça peut arriver dans des pays qu'on ne soupçonne pas, où on va pas forcément vous menacer physiquement, mais on va vous demander de rendre des comptes sur des termes employés dans les articles, des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier point par rapport à l'État en question. Et ensuite se pose la question du lien par rapport aux médias qui vous envoient. Je rappelle juste que oui, juridiquement, un journaliste, tant qu'il ne prend pas les armes, évidemment, soit pour se défendre, soit pour prendre part au conflit en lui-même, est considéré juridiquement comme un civil et donc protégé, ce qui veut dire que s'il est délibérément visé, c'est un crime de guerre au même titre qu'un civil. Ça, c'est un point important à rappeler. Et donc la responsabilité
et la protection vis-à-vis du média. Alors ça, c'est une question très très épineuse. De mon expérience, ce que je peux vous dire, c'est que le média qui m'a envoyé sur ce conflit, plutôt qui a accepté que je puisse y aller, a accepté que je puisse faire sous seing privé une décharge de responsabilité. Sachez que tous les médias ne l'acceptent pas. Et pourtant, parfois même des médias qui sont beaucoup plus structurés, avec un vrai service juridique. Et c'est la raison pour laquelle souvent des journalistes qui sont très volontaires ou qui sont même très compétents sur une région, sur une problématique donnée, se voient refuser une lettre de mission par un média, souvent quand ils sont freelance, car ça c'est une interprétation, et parce que j'ai beaucoup d'exemples autour de moi qui peuvent le certifier, ils ont peur justement des retombées juridiques, qu'une personne se retourne, que les proches d'une personne se retournent en disant voilà, vous n'avez pas mis en œuvre les précautions suffisantes pour éviter ce qui peut arriver parfois quand un correspondant se fait emprisonner ou des choses comme ça, ou blessé ou pire. Et même pour des salariés, c'est de plus en plus compliqué, c'est-à-dire que il y a souvent des personnes qui sont dédiées au service sécurité du média et qui vont décider de voilà, vous pouvez aller là, vous ne pouvez pas aller là. Bien évidemment, ça part d'un bon sentiment pour protéger, mais ça peut aussi permettre, ça peut empêcher le journaliste de pouvoir travailler de manière la plus précise et la plus libre. Et souvent, le journaliste sur le terrain a beaucoup plus de connaissances, puisqu'il est vraiment dans le jus du terrain, que d'une personne qui le fait depuis Paris et qui orchestre cela depuis son bureau. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Et il y a des exemples de journalistes salariés qui se sont vus suspendus pardon, parce qu'ils avaient pris telle décision ou tel risque, contrairement aux consignes de la direction, quand bien même eux-mêmes avaient pris toutes les précautions nécessaires et avaient une connaissance très très solide du terrain. Donc pour répondre à la question finale de cette dernière question, qui était en fait est-ce que ces protections sont illusoires? Je pense que oui. Je pense que oui, puisque souvent beaucoup de médias vont se décharger de cette responsabilité, ou soit c'est le journaliste lui-même qui va prendre le risque de manière totalement assumée, hein, d'agir à ses risques et périls en déchargeant de la responsabilité le média en question. Et quant à l'état sur lequel se déroule le conflit, comme je l'ai dit, la limite est vraiment le crime de guerre, où là vous n'êtes plus juste la victime d'un dommage collatéral, mais vraiment la cible délibérée d'une attaque. Mais globalement, tant que vous n'êtes pas délibérément assassiné sur le terrain, vous n'avez quasiment aucune manière de pouvoir vous retourner contre l'État. Et je trouve que ça ne me choque pas. Par rapport aux médias, je trouve ça plus surprenant parce que je pense que pas assez de protection n'est pas, n'est pas vraiment ne va pas dans le bon sens pour la protection justement des journalistes, et trop de protection peut nuire justement à la qualité de la couverture de l'information. Donc il s'agit de trouver un équilibre assez important, mais c'est très intéressant justement de discuter avec d'autres amis journalistes, qu'ils soient salariés ou freelance, de voir les limites auxquelles ils se sont heurtés par leur direction, ou au contraire certaines libertés parfois surprenantes. Donc ça varie selon un média, selon les médias, et c'est une question assez épineuse effectivement, puisque je pense que les entreprises de presse essaient de plus en plus de s'immuniser contre d'éventuels recours, et c'est la raison pour laquelle elles privilégient les salariés pour être sûrs qu'ils sont couverts par des assurances, et qu'ils puissent avoir un droit de regard sur leurs mouvements sur le terrain.